Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé dans l'actualité du jour? Eh bien voici le sommaire. Le prince Albert II est allé à bord de la Pipistrelle. C'est un avion 100% électrique certifié par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Après avoir été le premier chef d'État à se rendre sur les deux pôles, le prince Albert II est donc le premier chef d'État à effectuer un vol à bord d'un avion électrique. Nous recevrons le directeur général de Monaco Télécom pour nous faire le point sur les avancées de la nouvelle fibre. Nous en profiterons pour lui parler du télétravail au sein de son entreprise après cette rentrée de septembre. Il a franchi la ligne d'arrivée en premier lors du dernier Vendée Globe. Il finira au final deuxième, un de ses concurrents bénéficiant d'un bonus de temps. Le navigateur Charlie Dalin sera avec nous. Nous parlerons de la navigation en septembre alors que se préparent les prochains grands rendez-vous comme la Transat Jacques Vabre. Nous reviendrons bien sûr avec lui sur son incroyable aventure en solitaire. Et enfin, ils se sont fait beaux et se sont mis sur leur 31, les basketteurs de la Roca Team. Ils étaient en shooting photo, un moment de détente entre les joueurs. C'est une première. Ce matin, un chef d'État effectue un vol à bord d'un avion 100% électrique. Le prince Albert II était accompagné de l'éco-explorateur Raphaël Donjon. Comment fonctionne ce biplace vert, nommé Pipistrelle, et quels sont les enjeux d'un tel vol? Les réponses avec Alexandra Pagny et Serge Prémont. Il pèse tout juste 600 kg avec ses passagers pour une autonomie de 50 minutes. Produit depuis un peu plus d'un an, le Pipistrelle est le premier avion 100% électrique certifié par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne. 2 batteries alimentent l'appareil durant le vol, un vol extrêmement silencieux qui contraste avec ses voisins sur le tarmac de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Si vous voulez voler en avion électrique, il faut être le plus léger possible, le plus efficace possible. Et c'est pour ça que voilà, on peut faire un vol avec un avion comme celui-là, quand même à des vitesses intéressantes, de l'ordre de 80 nœuds, donc 150 km/h. Tout ça en économisant beaucoup d'énergie. Donc un avion qui est extrêmement efficace du point de vue énergétique. C'est à bord du Pipistrelle qui se trouve derrière moi que le souverain effectue ce vol aujourd'hui entre Nice et Monaco, une boucle de 35 minutes environ. Et il s'agit aujourd'hui du premier chef d'État à voler à bord d'un avion entièrement électrique. Il n'y a pas beaucoup de vibrations, il y a très peu de bruit et c'était très agréable. Et très, bien sûr, c'est des petits avions donc ils sont sensibles, il faut faire attention, mais là on avait de très bonnes conditions quand même. Et je pense qu'on n'a pas le choix de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par des solutions comme cela. On ne peut pas continuer avec le même modèle économique à l'avenir. Donc, bien sûr, l'aviation électrique, mais aussi des carburants propres. Je pense que c'est nécessaire, non seulement pour l'aéronautique, mais pour le transport maritime, pour tout type de transport. Ça passe inévitablement par des solutions comme celle-là. 50 avions sont actuellement en vol en Europe. Ils sont utilisés principalement pour la formation de pilotes. L'absence de bruit et vibration est un atout indéniable pour les aérodromes dans les exercices de décollage et d'atterrissage pour les jeunes pilotes. Leur faible consommation est également très appréciée. Monseigneur a pris les commandes, il a volé l'avion et pour l'aller et pour le retour. Et on est revenu avec plus de 50% d'énergie dans nos batteries. Donc on a utilisé l'équivalent de 50% des batteries, 10 kWh. L'équivalent d'un litre d'essence. Le monde de l'aviation est en train d'opérer cette transition énergétique inévitable des transports 100% électriques ou tournés vers des énergies essentiellement renouvelables pour envisager à long terme des déplacements qui nous permettront de réduire de manière significative notre empreinte carbone. Cet avion s'appelle donc Pipistrelle, vous le savez peut-être, c'est le nom que l'on donne aux chauves-souris communes d'Europe. C'est donc une chauve-souris électrique en quelque sorte. La nouvelle fibre de Monaco Télécom, ses performances, son coût, qu'en est-il du télétravail au sein de cette entreprise? Pourquoi les abonnés ne peuvent plus recevoir RMC Sport via Monaco Télécom? Voici, sans plus tarder, un entretien avec son directeur général. Martin Perronnet, bonsoir. Bonsoir. C'était la rentrée scolaire il y a quelques jours, c'est la rentrée aussi pour les entreprises. Comment elle s'est passée cette rentrée pour Monaco Télécom? C'est une rentrée assez active, très active. Il y a beaucoup de monde en boutique. Et puis, les carnets de rendez-vous sont pleins. Beaucoup de gens qui prennent la fibre en ce moment. Donc, c'est très actif pour l'entreprise. Il y a un petit peu moins de télétravail, mais je crois qu'on en reparlera. Justement, le télétravail était obligatoire pendant la crise sanitaire, dans la mesure du possible. Christine Datomel est allée au sein de Monaco Télécom pour faire le point. On regarde son reportage et puis on se retrouve après.
Entreprise pilote depuis plus de 5 ans dans l'univers du télétravail, Monaco Télécom a su au fil du temps et de la pandémie s'adapter, évoluer et renforcer son idée que le télétravail était une forme d'organisation plus moderne, plus respectueuse du développement durable et qui permet un équilibre entre vie privée et professionnelle, le tout avec une meilleure prise en compte du bien-être des salariés. On entend beaucoup aussi, oh, mais vous faites confiance à vos salariés, qu'est-ce qui vous dit qu'ils travaillent autant que lorsqu'ils sont au bureau? Nous, on n'a pas noté de baisse de productivité, ni de hausse d'ailleurs. C'est juste un travail qui se fait de façon très différente. Donc on est souvent beaucoup plus concentré quand on est à la maison. On est très organisé avec des réunions qui commencent à l'heure, qui finissent à l'heure. Il y a un peu moins le petit quart d'heure ou les 5 minutes de prise en compte. Et c'est pour ça que aussi le travail sur place est important pour renouer avec ces moments de convivialité qui font qu'une entreprise et une équipe restent efficaces. À la base, je n'étais pas forcément convaincu pour moi des intérêts du télétravail. Et le fait d'avoir été finalement forcé par le Covid à travailler à domicile, finalement, j'ai vu qu'il y avait quand même de sérieux avantages. Après, il y a besoin quand même d'échanges avec les collègues. Et moi, 100% télétravail, je pourrais pas faire. Sur une population de 220 personnes, hormis le service commercial et technique, 115 salariés à ce jour sont en télétravail chez Monaco Télécom. Une façon différente de travailler mais qui présente de nombreux avantages dans tous les domaines, comme par exemple le fait de réduire le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Martin Perronnet, c'était le télétravail donc au sein de Monaco Télécom. On peut dire que Monaco Télécom contribue aussi au télétravail dans les autres entreprises, ne serait-ce que par maintenant la fibre ou avec d'autres technologies? Oui, les entreprises et puis je dirais les particuliers beaucoup. Je pense que chacun prend conscience, et le télétravail aide beaucoup à ça, du fait que d'avoir une bonne connexion chez soi, partout chez soi, c'est important et ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas simplement avoir une box, c'est aussi avoir pensé son intérieur pour que le Wi-Fi soit bien disponible partout, etc. Où en est-on de la nouvelle fibre et de son raccordement? Alors d'abord, on arrive à près de 10% des résidents à Monaco qui sont passés à la fibre. Donc qui ont pris l'abonnement. Qui ont pris l'abonnement. Donc ça veut dire que qui ont pris l'abonnement et qui sont installés et qui surfent et qui regardent la télé sur cette nouvelle installation. Donc ça, c'est important, c'est significatif. Elle est vraiment révolutionnaire, cette nouvelle fibre, ou pas tant que ça? Alors la fibre, c'est la fibre. Maintenant, c'est sûr que la box qu'on propose aujourd'hui, c'est peut-être une des dernières boxes qui a été conçue dans le monde. Donc c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus performant parce qu'elle est vraiment capable de passer du 10 gigas et tout notre réseau est calibré pour ça. Et puis parce qu'elle fonctionne, elle a ce qu'on appelle le Wi-Fi 6 qui est la meilleure norme, la nouvelle norme, la meilleure norme de Wi-Fi qui existe, qui permet de passer des très gros débits. Et en même temps, elle est ce qu'on appelle Wi-Fi Mesh. Donc elle permet d'avoir ces fameux smart Wi-Fi, donc de créer un réseau Wi-Fi cohérent dans tout l'appartement. Ça, c'est vraiment nouveau. Et ça, c'est vraiment important. Et ça change la vie. Tous les résidents, tous les monégasques sont éligibles à cette nouvelle fibre ou pas? Ou comment peuvent-ils savoir s'ils le sont? Il suffit d'aller sur Monaco Télécom, taper le nom de son immeuble, et on sait que si c'est éligible, donc plus de 3/4 des logements sont éligibles. À la fin de l'année, on serait normalement à 85% des logements qui seront éligibles. Et à partir de l'année prochaine, n'importe qui voudra la fibre pourra venir la demander. Si jamais la fibre n'est pas encore installée dans l'immeuble, ça prendra un peu plus de temps. Mais si on a l'accord du syndic, il aura la fibre. Un mot sur les abonnements. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça coûte? Alors, vous savez qu'il y a un tarif spécifique pour les monégasques et les enfants du pays, qui est avantageux. Sinon, les abonnements vont de 100 mégabits pour un abonnement de base jusqu'à 10 gigas avec plusieurs Apple TV, plusieurs Smart Wi-Fi, etc. Donc, en fait, il y a une gamme qui permet à chacun de s'y retrouver. Alors, un autre sujet, il y a quelques semaines, on annonçait qu'il n'était plus possible de regarder RMC Sport via Monaco Télécom. Où en est-on? Comment ça se fait? Est-ce que c'est définitif? Il y a quelques chaînes qui, aujourd'hui, veulent se passer de plus en plus des opérateurs. C'est leur choix. D'accord? En France, à part SFR,
qui est la même société qu'RMC Sport, hein. Les autres opérateurs n'ont pas RMC Sport. On va dire que c'est de la même chose que pour Amazon Prime. Amazon Prime est une application, donc les gens qui veulent regarder la Ligue 1 aujourd'hui, grâce à l'Apple TV par exemple, peuvent télécharger l'application Amazon Prime. Et ce sera pareil pour RMC Sport. À Monaco, si vous voulez regarder également la Ligue Europa, par exemple, dans la même Apple TV que vous avez avec Monaco Télécom TV, avec Amazon Prime, etc., vous téléchargerez RMC Sport, qui est l'application de l'éditeur, et vous vous abonnerez pour exactement le même prix que le prix que nous, on pratiquait auparavant, mais avec des fonctionnalités supplémentaires qui n'étaient pas accessibles pour les opérateurs, comme le replay, etc. Et le fait de pouvoir le voir sur son smartphone, tout ça n'était plus accessible pour les opérateurs. Par contre, c'est accessible sur l'application de l'éditeur. Alors j'ai lu que pour la deuxième fois, le deuxième mois consécutif, vous vous situez en haut du classement Speedtest. Alors qu'est-ce que ce classement et qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est un classement qui mesure la vitesse de la connexion de chacun des abonnés dans le monde entier, qui fait la démarche de vouloir tester la rapidité de sa connexion. C'est un test que nous, on fait systématiquement quand on installe une box. On vérifie que le débit qu'on propose est bien le débit qui a été souscrit par le client, et on le fait sur ce genre d'application. Et donc pour nous, évidemment, c'est significatif. Ça mesure quand même les progrès de la connectivité à Monaco, ça mesure peut-être l'évolution de la qualité de ce qu'on propose. Et puis ça mesure aussi l'engouement des gens pour la fibre, hein, la rapidité de ce déploiement. Et j'ai envie de dire, pour moi, je pense que c'est qu'un début. C'est qu'un début. Martin Perronnet, merci. Un entretien à retrouver, comme tous les autres d'ailleurs, sur monacoinfo.com, notre chaîne YouTube ou l'application Monaco Info. On vous retrouve, Vanessa Dessy, bonsoir. Comme chaque semaine, le gouvernement princier communique les chiffres relatifs au dépistage. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 6 septembre et le 12 septembre est de 4 280 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 1,85%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 109,52. Le bilan sanitaire de la principauté s'élève donc à 3 281 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise. L'association Artistes en Mouvement poursuit son idée d'installer des œuvres dans la rue Princesse Caroline. Leur initiative avait surpris il y a quelques années. La Biennale de sculpture est aujourd'hui un événement qui s'inscrit dans la vie artistique et culturelle de la principauté. Des artistes régionaux et internationaux viennent exposer à ciel ouvert pendant plus d'un mois. Pour cette Biennale 2021, 15 artistes, sculpteurs et plasticiens sont réunis autour d'un thème, un air de liberté jusqu'à la fin du mois d'octobre. Merci Vanessa. Le mois de septembre est souvent synonyme avec été indien, une période douce et propice aux activités nautiques par exemple. Nous sommes avec un grand navigateur, avec déjà un beau palmarès derrière lui et un bel avenir devant lui. Charlie Dalin, bonsoir. Ah. La semaine de la voile se déroulait début septembre à Kiel, en Allemagne. Nous y étions avec le prince Albert II. À Monaco, au même moment, se déroulait la Monaco Classic Week. Aujourd'hui, juste après cet entretien, vous partez au défi Azimut. On va en parler. Le mois de septembre est une période intéressante pour la voile, j'ai l'impression, avec peut-être moins de vacanciers sur le plan d'eau. Que représente cette période pour vous ? Ouais, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de vacanciers sur l'eau en ce moment. Septembre, oui, c'est un peu l'été indien. Malheureusement, souvent, l'été indien synonyme de peu de vent. Et nous, on a besoin de vent pour s'entraîner, besoin de beaucoup de vent même. L'objectif de la saison approche à grands pas. Hein, c'est la Transat Jacques Vabre qui partira du Havre le 7 novembre. On a besoin de naviguer dans du vent fort pour fiabiliser les bateaux. Donc là, en ce moment, c'est un petit peu difficile d'en trouver. Mais bon, on ne va pas se plaindre non plus. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu consacrer votre vie à la navigation ? Le côté déjà dépassement de soi, faire face à un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et aussi, j'aime beaucoup le côté technologique de ces bateaux. Là, mon bateau Apivia, et c'est un bateau de dernière génération en carbone avec des foils, ces fameuses ailes sous-marines qui permettent de faire décoller le bateau et d'aller encore plus vite. Donc, il y a ce côté progrès technologique et ce côté aussi avancer, progresser avec des éléments, des forces naturelles comme le vent et les courants et les vagues.
Oui, ils sont de véritables F1 de la mer. Le danger, on y pense, parce qu'il y a un réel danger quand on fait des tours du monde comme ça. Vous le prenez en compte? Oui, forcément, moi je suis quelqu'un qui est pas, je suis pas une tête, je ne considère pas comme une tête brûlée, je suis pas quelqu'un qui prend des risques dans la vie. Moi je vais quand même, s'il faut aller vite, je vais le plus vite possible en permanence en prenant en compte l'état de la mer et autres. Mais voilà, c'est sûr que quand on est en solitaire sur un bateau de 18 mètres au milieu de l'océan Indien ou du Pacifique, bah voilà, si on tombe à l'eau, bah, il n'y a personne pour venir nous chercher. Donc voilà, il faut faire attention. Quand on participe comme ça au Vendée Globe, comme vous l'avez fait, est-ce que l'on s'en remet facilement? Est-ce que vous vous en êtes remis? Ah, tout juste. Je pense, ouais, j'ai annoncé entre 6 et 8 mois de récupération à l'arrivée. Je pense qu'on est à peu près, c'est le temps qu'il m'a fallu. Hein. Je vous propose, avant de continuer cet entretien, de regarder un extrait du reportage que l'on a passé à l'époque, puisque nous étions à votre arrivée, vous avez franchi la ligne d'arrivée d'ailleurs en premier, et on était le premier média à faire votre interview. Vous découvrez à ce moment-là l'humanité après 2 mois et demi environ d'aventure en solitaire. On regarde ça et puis on se retrouve juste après. Charlie, comment est-ce que vous abordez, cette première arrivée? Comment vous vivez ça? Je découvre, beaucoup de plaisir. Vraiment aucune transition, zéro transition entre seul au monde sur mon bateau tout seul pendant 80 jours. Et voilà, se retrouver sur la terre avec autant de monde, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. Comment l'avez-vous vécu cette arrivée, on vient de le voir, après avoir navigué plusieurs mois comme ça, sans voir personne? Bah, c'est quelque chose de fort, hein. Vraiment, il y a aucune transition dans la transition. Justement, je suis passé de seul sur mon bateau. Au final, je me suis retrouvé entouré de bateaux spectateurs, après sollicité à terre par les médias, les interviews, les photos, les vidéos. Et ouais, il y a une euphorie hein, quelque part. On est emporté par une espèce d'énergie. Qu'est-ce que vous gardez en tête? Le fait d'avoir franchi la ligne d'arrivée en premier ou d'être deuxième du Vendée Globe? Puisqu'il y a eu un bonus de temps pour Yannick Bestaven qui remportera finalement l'épreuve. Votre verre, il est maintenant à moitié plein ou à moitié vide? Alors, ce que je regarde maintenant, c'est surtout l'avenir, de montrer de quoi je suis capable. Mais voilà, maintenant, c'est du passé. Maintenant, je suis vraiment tourné vers les objectifs qui arrivent. Donc, défi Azimut cette semaine et plus important encore, Transat Jacques Vabre en novembre. Alors justement, votre actualité dans les médias, le défi Azimut, dès demain, quelle est cette aventure? En fait, c'est une course qui se passe en 3 phases. Donc, il y a des phases, on appelle ça des runs. Donc, c'est vraiment il y a 2 bouées qui sont mouillées dans la baie devant l'Orient et sur une distance de 2 km environ. Et voilà, on passe lancé et il faut être le plus rapide sur ce tout petit tronçon. Donc ça, c'est un peu la partie spectacle. Après, il y a une partie un peu plus sportive de 48 heures. Je vais partir avec mon co-skipper de la Transat Jacques Vabre, qui est Paul Meillat. Et une dernière phase qui est un tour de Groix. Donc, de nouveau, on va se retrouver avec des invités à bord pour faire un petit tour de cette île de Groix. Donc, voilà, un mix entre 100% sportif et aussi navigation avec des invités à bord et devant le public. Écoutez, Charlie Dalin, on vous souhaite plein de belles choses. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On vous retrouve Vanessa Dessy pour la suite de l'actualité en bref. La 17e édition d'Ever Monaco est programmée au mois d'avril 2022. Du 27 au 29 avril 2022, Ever Monaco se déroulera à l'espace Fontvieille avec le soutien de la Fondation Prince Albert II. Depuis 2006, Ever, c'est une exposition, un lieu d'échange et un centre d'essai concentré sur la mobilité durable et les énergies renouvelables. Né en 2006 à l'initiative de MC2D, une association monégasque dédiée au développement durable, c'est la plus ancienne manifestation sur ces thématiques en Principauté. La 26e journée européenne du patrimoine se prépare en Principauté.
Elle aura lieu le dimanche 26 septembre et cette année, l'événement est placé sous le thème « Les femmes et le patrimoine ». Afin de mieux souligner les contributions de ces artistes, intellectuelles et créatrices du passé, cette journée marque également le lancement de la première journée du matrimoine en principauté. Anecdotes historiques, activités originales et lieux méconnus seront au programme de cette journée un peu particulière. Vous pouvez retrouver toutes les informations détaillées à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Une information pratique pour finir, depuis la rentrée, les trains et les quais sont bondés à cause de travaux d'envergure. Oui, de lourds travaux nécessitant la neutralisation d'une voie ferroviaire entre les gares de Niceville et Aix-sur-Mer se dérouleront jusqu'au 2 avril. De ce fait, 5 trains ont été rajoutés le soir dans le sens Monaco-Nice. Désormais, la capacité est de 1000 places assises contre la moitié auparavant. Passons au sport et au basket. À 2 semaines du premier match officiel de la saison, les joueurs et le staff de l'AS Monaco ont participé ce matin au traditionnel shooting photo d'avant-saison. Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet y étaient. Après 2 matchs amicaux en Turquie et avant de prendre la direction de l'Allemagne, la Roca Team est de retour quelques jours en principauté. Ce matin, les joueurs et le staff ont participé au traditionnel shooting photo et vidéo d'avant-saison au Stade Louis II. Une dizaine de minutes par personne, devant l'objectif, en mode mannequin pour le shooting officiel de l'Euroleague, puis pour les besoins du club. L'occasion de découvrir les nouveaux maillots de la saison à venir et surtout de bien se chambrer. Jerry, ça donne quoi Armel en tant qu'acteur? C'est terrible dans la gestuelle en fait. Ça n'a rien à voir. Là, il fait un lay-up, je sais pas, on dirait. Tu vas où en fait? Tu vas faire des courses? Toi, en 3 ans, l'INSEP, ils ont eu le temps, tu vois, de s'accommoder au Media Day et tout ça. Mais... on leur dit pas de travailler ça, je crois. Bon, Armel, viens, il faut que tu te défendes parce que je crois qu'il y a Jerry qui a mis des doutes sur tes talents d'acteur sur ce photoshoot. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Lui, il est habitué. Il aime trop faire des trucs comme ça, de ça. Vous savez, il a fait ses contours de ça, il est prêt. Il est prêt, vous allez le voir en neuf là, vous allez le voir en neuf. Donc, voilà. Commence, on t'attend. Franchement, l'entente dans l'équipe, elle est super. On commence à fonder un vrai groupe, donc c'est cool. Maintenant, il faut montrer sur le terrain aussi. Voyez, regardez, faut filmer. Regardez, là, il commence à vouloir attacher ses cheveux, tout ça, en mode beau gosse. Si certains prennent du plaisir dans l'exercice, d'autres sont un peu moins à l'aise, mais font quand même le boulot. I hate taking pictures though, honestly, but when it comes to the fans and showing love, I do anything for it. Outside of basketball, yeah, I'm a clown sometimes. I've been told a couple times, so I'm just a fun guy. You know, you're just gonna be hard to find me mad at any time, to be honest. La dernière recrue du club, l'intérieur Will Thomas, arrivé en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, était présent pour ce shooting. Et sachez que la Roca Team partira en Allemagne jeudi pour une série de matchs amicaux contre Oldenburg et Hambourg. Passons, pour terminer, à la météo, Vanessa. Peu de changements est à prévoir ce mercredi, une journée assez couverte, mais les températures resteront au-dessus des normales de saison, entre 20 et 26 degrés. Le soleil se lèvera à 7h07 et se couchera à 19h43 et nous fêterons les Rolands. Bonne fête à tous les Rolands, et il y en a un qui nous regarde et qui se reconnaîtra. Merci Vanessa Dessy, à demain. Mais avant cela, les photos du jour, elles sont signées Stéphane Dana et Michael Alési à l'occasion d'un tournoi de paddle derrière le casino côté mer. Et ça fera l'objet d'un reportage dans notre édition de demain que j'aurai le plaisir de présenter. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.